à son armée, à aiguiser la collaboration et le patriotisme pour mettre hors d'état de nuire tous les ennemis de la paix qui sont avec nous et qui utilisent nos fils et filles pour faire du mal à notre population. Dans la même veine, les forces armées ont permis aux habitants de Djalasiga, en chefferie de Zalour-Djouganda, en territoire de Mahagi, de regagner leur milieu d'origine. Par ailleurs, le porte-parole de FARDC Anoutouri, au nom du gouvernement militaire, appelle la population de se désolidariser des ennemis de la paix et de faire confiance aux forces régulières en vue de mettre hors d'état de nuire les groupes armés locaux et étrangers dans l'objectif international, mais surtout, je pense, de la communauté d'États membres du monde, en fait, et certainement ceux qui sont tous les États membres de l'ONU. Mais pour nous, c'est notre travail et notre mandat, c'est justement les droits de l'homme. Et je pense que nous, on a aussi insisté sur ce qu'on peut apporter à cette discussion très importante, y inclus au niveau donc global, pour être sûr que cette réponse soit adéquate. Avec une ferme assurance, le sous-secrétaire général aux droits de l'homme a rassuré au président de l'Assemblée nationale l'engagement de son institution pour des solutions plus claires et plus durables sur la guerre à l'est de la RDC. Dans le chapitre du processus électoral, au deuxième jour du lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des élections dans l'ère opérationnelle 3, le président de la Commission électorale nationale indépendante a visité quelques centres d'enrôlement de la ville de Bouta dans le Bazouélé. Et peu avant, Denis Kadima s'est entretenu avec le gouverneur de cette province. Reportage. C'est aux environs de 10h30 heure locale que l'avion à bord duquel voyage le président de la centrale électorale Denis Kadima a atterri à l'aéroport national Zega de Bouta. Aussitôt arrivé, le numéro 1 de la CENI accompagné de tous les membres de sa délégation prend la direction du centre-ville jusqu'au cabinet du gouverneur du Bazouélé. Ici, Denis Kadima Kazadi présente les civilités au professeur Jean-Robert Nzadabombiti avant de lui parler de l'objet de sa mission au Bazouélé. De venir apporter mon appui et l'appui de mon équipe à nos collègues qui sont ici au niveau du secrétariat exécutif provincial afin de faire avancer bien le processus d'enrôlement des électeurs dans cette partie du pays. Alors il fallait commencer par visiter le gouverneur de province et le vice-gouverneur pour avoir une idée de la situation sur place. Et après, nous allons visiter quelques centres. Tout en souhaitant la bienvenue à ces hôtes, le gouvernement de province Jean-Robert Nzazabombiti réaffirme l'engagement du gouvernement provincial à accompagner le processus électoral. Nous remercions le président Denis Kadima pour sa visite dans la province de Bazouélé et qui se sent aujourd'hui honoré par sa présence et s'est venu s'impliquer et suivre personnellement le processus électoral qui a commencé par l'identification et l'enrôlement des électeurs. Signalons qu'après l'entretien avec l'autorité provinciale, la délégation qui conduit Denis Kadima Kazadi fait la ronde des différents centres d'identification et d'enrôlement des électeurs de la ville de Bouta. Question de palper des doigts les réalités du terrain et se rendre compte de l'effectivité de l'opération qui va durer 30 jours. Avoir un transport en commun devient de plus en plus un casse-tête à Kinshasa. L'une des solutions serait peut-être la réhabilitation et la construction des rails pour faciliter le transport ferroviaire. Un projet très attendu par les Kinois et le ministre d'État en charge du portefeuille a tenu une réunion à ce sujet. Les détails avec Angèle Mabiala-Landou. Métrokin, ce projet qui consiste en la réhabilitation et la modernisation du réseau ferroviaire urbain de la ville de Kinshasa avance à pas de géant. Il vient au secours des usagers du transport en commun. Les responsables sont allés rendre compte des avancées significatives de ce projet à la ministre d'État en charge du portefeuille. Parmi les avancées, l'on note le bouclage de l'étude de faisabilité du projet, l'obtention de l'adhésion des partenaires financiers importants pour la réalisation de ce grand projet. Nous avions parlé de l'arrivée de l'AFC et de Rascom. Nous avions parlé aussi de pré-travaux qui se déroulent maintenant. Ça veut dire les concessionnaires qui sont le long du tracé sont en train de s'organiser pour déplacer leur réseau. Vous avez cette Congo qui doit déplacer les pipelines.
vous avez Regideso qui doit déplacer des tuyaux de distribution d'eau, la SNEL, Vaganet, Orange et j'en passe. Et elle a promis d'en parler au sein du gouvernement, pour le gouvernement de la République, que nous félicitons d'ailleurs, que nous remercions, continue toujours à appuyer ce projet parce qu'il va de l'intérêt des Quinois et Quinoises. Néanmoins, il rencontre quelques difficultés pour lesquelles il souhaiterait une implication personnelle du numéro 1 du portefeuille pour des solutions idoines. Entre autres, la délocalisation dans les prochains jours de la population qui a élu domicile le long de rails. La princesse Adel Kainda Maïna, très impliquée dans ce projet salutaire pour la population quinoise, s'est dit satisfaite de l'évolution des travaux. Le consortium Lualaba Power a présenté au ministre des Ressources hydrauliques et électricité le projet Ndilo 2. Ndilo 2 est un projet qui consiste à fournir de l'électricité à la population congolaise à partir de 2027. Marie Kalong. Le projet Ndilo 2, situé sur la cascade du fleuve Congo au niveau de Lualaba, sera bientôt développé. Et ce pour résoudre le déficit énergétique des entreprises minières et de la population avoisinante. Le consortium Lualaba Power, qui a gagné le marché, est venu le présenter au ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwandem-Kaleng, en présence du personnel administratif et du directeur général de la SNEL, Fabrice Lucinde, qui représente la partie SNEL dans ce consortium. Selon l'administrateur de Lualaba Power, ce projet dénommé Eshima d'une capacité d'environ 200 MW sera mis en service début 2027. Non, on a prévu, je crois que je l'ai dit d'entrée des jeux, il y a 15 000 kWh qui sont prévus rien que pour la population. Actuellement, il y a un déficit de plus de 1000 MW pour les entreprises minières. Et comme vous savez, aujourd'hui, la République produit 2,3 millions de tonnes de cuivre, juste après le Pérou, le premier étant Chili. Et si on met à la disposition des entreprises minières 1000 MW, elles sont capables de produire plus de 2 millions de tonnes de cuivre. Vous comprenez? Donc nous allons approcher les Chili. Et il faut retenir que d'ici 2026, il est fort possible que le cours du cuivre augmente et ça pourrait constituer une opportunité pour la République. Gérard Tamboué a renchéri qu'Eshima est un projet innovant qui tient compte du mixte énergétique. Un projet évalué à hauteur de 470 millions de dollars américains. Le projet coûtera environ 470 millions de dollars. Notre projet a l'avantage d'être un projet innovant qui tient compte de ce qu'on appelle aujourd'hui les mix énergétiques. Et donc, nous allons travailler en hydro, mais aussi avec la centrale solaire. Vu l'urgence de la situation, le patron de l'énergie, Olivier Mwandem-Kaleng, a instruit le consortium Lualaba Power d'intensifier les travaux afin de rendre opérationnelle la centrale hydroélectrique de Ndilo 2 d'ici 2026. Transacademia, bientôt opérationnel. Hier, le spécimen des panneaux d'arrêt des bus dédiés au réseau de lignes de trajet a été présenté au public par le ministre intérimaire des Transports. Reportage Richard Kalala. C'est une action qui traduit la bonne évolution du processus de mise en œuvre effective des Transacademia. Ce vendredi 17 février 2023, il a été présenté au ministre AI de Transport, Voies des Communications et Désenclavement, le spécimen des panneaux d'arrêt de bus. Ils seront installés à Kinshasa dans les prochains jours à travers les réseaux des 20 lignes propres à cette entreprise publique qui est autre que celui de Transco, a expliqué Georges Ongelo, directeur général des Transacademia, accompagné de son DGA José Makengo. Avec une particularité technique, ces panneaux d'arrêt de bus rendent notamment hommage à la crème intellectuelle de la République démocratique du Congo. Nous avons préféré nommer nos arrêts de bus pour immortaliser les illustres personnalités dans les secteurs scientifiques. Dans un autre registre, le ministre AI de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Maître Marc Ekila, a présidé une importante séance de travail au siège des lignes maritimes congolaises avec les membres du comité de gestion de cette entreprise publique. Séance au cours de laquelle la mise en œuvre du projet d'acquisition de navires propres au LMC a été abordée. Un projet qui s'inscrit dans le cadre des désenclavements externes du territoire national par voie maritime.
En nouvelle, sachez que l'avenue Kabasele, ex-Flambeau, sera de nouveau fermée à la circulation du 18 au 28 février. Et les ingénieurs de l'Office des voiries et drainage de Kinshasa qui vont couler le béton sur le tronçon compris entre les avenues Syndicat et Kabambaré empêcheront la circulation dans ce coin pour que le béton puisse sécher. L'OVD s'excuse pour ce désagrément et invite les usagers de cette route à prendre en attendant la déviation ci-après, avenue Kabasele, avenue Syndicat, avenue Itaga, avenue Kabambaré, avenue Kabasele. Nos reporters y reviendront dans nos prochaines éditions. Il s'est ouvert à Kinshasa le 11e congrès de la Société des pédiatries du Congo avec comme thème santé de l'enfant congolais dans le contexte de post-Covid, l'état des lieux et perspectives. Ces travaux vont permettre aux différents médecins pédiatres de réfléchir sur la manière de protéger les enfants contre diverses maladies. Eric Kabamba. La Covid-19 a touché toutes les catégories de personnes, même les enfants n'ont pas été épargnés. 2 ans après, ces pédiatres réunis au sein de la Société des pédiatries du Congo démocrate SOPECODS, venus de tous les coins du pays, vont au cours de ces 11e congrès de 3 jours partager leurs expériences pour mettre en place des mécanismes nécessaires pour épargner les enfants de cette maladie. Au-delà de la Covid-19, ces spécialistes de la pédiatrie vont aussi devoir réfléchir sur le problème de la malnutrition qui touche aujourd'hui 2 milliers d'enfants. Ceci pour garantir une meilleure croissance chez les bambins. Le vaccin et l'alimentation saine, ces 2 moyens nécessitent un renforcement pour assurer une vie meilleure aux enfants, a affirmé le docteur John Tsenga, président de la SOPECODS. Vous voyez qu'il y a des pédiatres qui sont venus de plusieurs provinces. Il y a même quelques-uns qui sont venus de l'Europe. C'est juste pour que nous puissions trouver des moyens solides pour aider l'enfant congolais à bien grandir. Comme on dit, les enfants sont l'avenir de demain, mais nous disons que les enfants sont l'avenir d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous devons prendre soin des enfants. Pour bien grandir, il faut bien manger comme on dit. La malnutrition, ça bat le plein dans toutes les provinces. Nous devons faire des propositions concrètes au gouvernement pour que les enfants congolais ne souffrent pas de la malnutrition. Des recommandations qui sortiront au terme de ces travaux seront soumises aux autorités compétentes pour leur mise en application. Signature de contrat entre le PNUD et 2 entreprises de construction des infrastructures dans les provinces du Kasaï et du Sud Kivu. Contrat signé dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Mamita Bangoulou. Les responsables de ces 2 entreprises ont apposé leur signature au bas des contrats en vue de construire les infrastructures. Au total, 36 infrastructures sont concernées dans le Sud Kivu et les Kasaï. Le ministre d'État du Plan a d'intérim alloué l'apport du PNUD dans la construction des écoles, centres de santé et autres centres administratifs. La cérémonie de ce jour marque la mise en œuvre et l'opérationnalisation de cet important programme de développement local des 145 territoires. Pour le premier volet, donc, qui concerne les écoles, les centres de santé et les bâtiments administratifs, le total des ouvrages sous la responsabilité du PNUD représente 747 ouvrages. Pour le PNUD, ce programme répond aux attentes des objectifs de développement durable. Donc c'est vraiment pour moi un sentiment de fierté pour cette vision du chef de l'État, du gouvernement congolais. Et comme disait M. le ministre d'État, M. le ministre AI de Plan, ce que représente ce programme. Pour nous, au PNUD, c'est ça qui va au cœur d'accélération vers les atteintes des objectifs de développement durable. C'est un mécanisme d'accélération. Donc pour nous, ce programme, c'est ce mécanisme qui va aider la RDC à accélérer, n'est-ce pas, l'action nécessaire vers les atteintes des ODD en 2030. Des programmes de développement de 145 territoires voulus par le gouvernement de la République ambitieux dans la mesure où il rapproche les ruraux des services socio-économiques de base.
Fin de ce journal réalisé par Jonathan Moubalama et Mamita Bangolo. La partie technique est assurée par José Dimonekene, Joseph Zezo, Émile Zola, Alain Sodi. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Eric Kabamba Kongolo. Très bonne suite de programme sur la RTNC.